Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Daniel Deschênes, je suis conseiller pédagogique au Centre de service des découvreurs, puis je vous présente une version maison de la formation Comment développer des compétences avec un cahier. C'est une formation, comme on peut le constater, qui a été donnée dans un congrès. C'est le congrès Acqueus 2023. Si vous voulez obtenir, dans le fond, votre version du diaporama, vous avez le monurl.ca/Acqueus cahier. Et vous pouvez également scanner le code pour accéder à la présentation. C'est une formation qui a été pensée pour durer environ 1h15, 1h15, donc 75 minutes si on additionne tout ça. Alors, ça a été préparé par moi-même, bien entendu, et ma collègue Valérie Thomasin du CSS de Portneuf. C'est une formation qui a été créée à l'origine en 2020, durant la pandémie. Et c'est notre projet pandémique. Et donc, on a commencé à faire des formations depuis ce moment-là. Et ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est la version la plus récente. Il y a, il y a 6 parties à cette formation-là. Tout d'abord, commencer avec une amorce, parler des cahiers au primaire. Donc, puis justement, parler un petit peu de ce qui concerne les cahiers, leur usage, ce qui se passe dans votre classe. Il y a aussi la problématique qui est relative à l'utilisation des cahiers. Il y aura également une portion où je vais vous présenter des outils pour vous aider à enseigner des compétences. Puis, bien entendu, il y a une posture qui sera proposée pour favoriser la mise en application. Donc, pour l'amorce, on va le faire de cette manière-ci, comme je suis seul à parler et que vous allez m'écouter par la suite. Mais il y a plusieurs questions qu'on peut se poser quand on pense à l'univers social et à l'utilisation des cahiers. C'est quoi le mot qui vous vient en tête quand vous pensez au cours d'univers social? C'est quoi l'idée que vous avez de ce cours-là? C'est une réponse qui est personnelle. C'est ce qu'on appelle votre représentation en fait, du cours. C'est un cours qui une durée assez courte dans la semaine. C'est quoi? C'est 1 heure à peu près par semaine. Vous êtes peut-être des titulaires, peut-être des enseignants en début de carrière qui avaient des contrats puis plusieurs classes en même temps. Donc, il y a des situations qui sont particulières qui peuvent jouer, bien entendu, dans votre rapport à la matière. Donc, c'est quoi l'idée? C'est quoi le mot qui vous vient en tête? Quelle place occupe le cahier d'activité dans votre classe? Donc, on est en salle d'univers social, en classe d'univers social. Est-ce que le cahier, on s'en sert souvent, on s'en sert à tous les cours? Est-ce que le cours et le cahier, c'est un peu la même chose? Est-ce qu'il y a une distance qui va être prise? C'est quoi le rapport que vous avez avec votre cahier en classe d'histoire? Donc, c'est une question qui est importante. C'est une prise de conscience aussi qu'on peut faire en se posant la question. Dans la question, en un mot, comment les élèves de votre classe perçoivent le cours d'univers social? Donc ça, c'est une question intéressante. Il n'y a peut-être pas de lien avec les cahiers. C'est peut-être aussi par rapport à votre manière d'enseigner. C'est peut-être aussi lié à l'intérêt que les jeunes ont pour le cours, mais il faut quand même un petit peu prendre la température de l'eau puis se demander comment ça se passe. Est-ce que quand j'enseigne l'univers social, les élèves sont très, très, très motivés? Est-ce que, au contraire, la classe qui est devant moi n'est pas très motivée, où il y a des problèmes à ce niveau-là, où il faut faire beaucoup de gestuels en avant pour rendre le cours intéressant. Donc, ça fait le tour, en fait, des questions. Puis c'est des questions, en fait, qui vous amènent justement à réfléchir sur la place que vous accordez au cahier, pourquoi vous avez accordé cette place-là. Est-ce qu'il y a des réalités qui sont sous-jacentes? Donc, c'est un peu le genre de questions qu'on pourrait avoir à ce stade-ci de la formation. Donc, ce qui me met à vous parler, en fait, des cahiers au primaire. Et pour ça, il y a une vidéo qui a été conçue et que vous allez regarder. Et en fait... Le Centre de service scolaire des découvreurs, en collaboration avec le Centre de service scolaire de Portneuf, vous présente Comment développer des compétences en univers social avec un cahier.
Une formation préparée par Valérie Thomasin du CSS de Portneuf et Daniel Deschaines du CSS des Découvreurs. Bonjour et bienvenue à la formation Comment développer des compétences avec un cahier en univers social. Mon nom est Daniel Deschaines et je suis conseiller pédagogique au CSS des Découvreurs. J'aimerais vous parler des cahiers de savoir. Ils sont nombreux et leurs visuels des plus attrayants. Mais avant de commencer votre planification annuelle, avez-vous quelques instants pour entendre ceci? Oui? Alors, bonne écoute. Lorsque vient le temps de qualifier la pertinence d'un outil d'enseignement, on doit se poser certaines questions au préalable. Voici donc 3 critères d'analyse en univers social. Approuvé ou conforme? Depuis 1980, le ministère procède à l'évaluation et à l'approbation du matériel didactique à l'aide de critères approuvés par le ministère et élaborés en fonction des orientations et du contenu des programmes et dictés par celle-ci. Le ministère a aussi la responsabilité de publier et de mettre à jour la liste du matériel didactique approuvé. Voyez ici la page dédiée au matériel didactique sur le site du ministère. Les ensembles didactiques et les cahiers de savoir. Les ensembles didactiques comprennent un guide de l'enseignant ainsi que du matériel imprimé destiné aux élèves. Les plus récents datent du renouveau pédagogique et ils comportent la mention « Approuvé » par le ministère. En contrepartie, les cahiers de savoir ont été élaborés par des éditeurs à partir des programmes sans pour autant avoir été approuvés. Ils sont dits conformes au programme. Voici une diapo tirée d'une formation de Derry et Martel en 2017 qui fait la distinction entre les deux groupes d'outils. La question conforme ou approuvée prend donc ici tout son sens, puisque les ensembles didactiques nous permettent d'enseigner le programme, tandis que les seconds, les cahiers de savoir, nécessiteront quelques aménagements en cours de route et ce sera l'objet de la présente formation. Développer des compétences en mobilisant des connaissances. Lorsque l'on regarde attentivement le cadre d'évaluation du programme GEC, on peut y lire que c'est par les connaissances, point de départ des apprentissages, puis par les liens qui les unissent que les élèves développent leur compréhension des notions simples et plus complexes. Fin de la citation. Si l'on résume, le développement des compétences s'appuie donc sur la mobilisation de connaissances articulées autour de savoir-faire que l'on appelle opération intellectuelle, voyez par vous-même le visuel. Si cette expression ne vous est pas familière, j'y reviens dans quelques instants, n'ayez crainte. Planifier en fonction d'un outil qui ne propose que l'apprentissage de connaissances, c'est proposer une vision de l'univers social qui n'est pas complète et qui misera davantage sur la compréhension de lecture, comme en français, et sur la mémorisation plutôt que sur la mise en relation de connaissances en fonction d'un questionnement visant à développer des compétences. Développer des opérations intellectuelles. Tel que montré précédemment dans le cadre d'évaluation, c'est par les opérations intellectuelles que le ministère de l'Éducation demande aux enseignants d'évaluer le développement des compétences. En effet, chaque opération ou habileté permet aux élèves de mobiliser des connaissances afin d'exprimer une compétence du programme GEC. Par exemple, pour lire l'organisation d'une société sur son territoire, j'ai besoin de situer dans le temps, de situer dans l'espace et d'établir des faits, notamment. Malheureusement, le développement des opérations intellectuelles n'est pas favorisé avec les cahiers et c'est donc à l'enseignant que revient cette tâche. Maintenant que vous venez d'entendre mes réponses, on fait quoi avec les cahiers de savoir en univers social? Cette formation est justement conçue pour vous aider à intégrer les cahiers dans votre enseignement dans une perspective de complément. Alors maintenant que vous avez écouté la vidéo, il y a quand même des éléments qu'il faut garder en tête. Donc, on a parlé dans cette vidéo-là des critères qu'on pourra avoir lorsque vient le temps d'analyser un outil didactique, à savoir, est-ce qu'on parle de compétences? Est-ce que cet outil-là, dans le fond, favorise le développement d'une compétence dans la matière, dans les matières? Est-ce qu'on a recours à une démarche historique, donc une méthode de recherche, la méthode d'investigation? Et est-ce que cet outil-là a été approuvé ou il est conforme? Donc, les cahiers, ce sont des outils qui sont dits conformes, c'est-à-dire que ce sont des éditeurs qui ont rédigé les ouvrages à partir des programmes. Donc, c'est une lecture personnelle, c'est une interprétation qui a été faite par les éditeurs, mais il n'y a pas eu d'approbation
de la part du ministère, ça ferait énormément de travail. Donc, c'est fait lors des réformes, mais ça n'est pas fait à chaque année. Il n'y a pas une section au ministère où les gens peuvent faire ce suivi-là d'année en année. Donc, cela étant dit, c'est quand même des éléments qu'on doit dont on doit tenir compte quand on fait un choix didactique. Si on revient, dans le fond, dans la présentation, il faut quand même garder en tête certains aspects, donc pendant que le WooClap nous dit qu'il est présent. Les cahiers, en fait, c'est une formidable source de documents qui sont variés. On en a de tous les types. Vous avez des cartes géographiques, vous avez des tableaux, vous avez des textes anciens. Donc, c'est très, 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 très diversifié. C'est intéressant. Quand c'est juxtaposé, par exemple, avec le site Société Territoire, je pense qu'on vient chercher une belle complémentarité. Ça nous évite aussi de faire des recherches soi-même dans des banques de données, dans des banques de documents, comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, BANQ, donc la Bibliothèque et les Archives nationales du Québec. Donc, c'est un outil de référence qui a toujours sa place, qui a toujours sa raison d'être. Ça peut être vu comme tel. Le cahier, en fait, c'est une porte d'entrée dans votre cours d'univers social. C'est par là que peuvent jaillir certains questionnements, certains projets. On pourrait le voir comme un déclencheur. Donc, le déclencheur, je l'ai pris dans un autre atelier là, durant la CAIUS, mais c'est vraiment à partir de là qu'on pourrait peut-être se lancer dans un projet ou vers une tâche. Donc, peut-être pas voir le cahier comme une finalité, mais comme le début du processus. Puis, on aura recours à ce cahier-là en cours de route, bien entendu. On a payé pour ce cahier-là, on va s'en servir, mais on prend une certaine distance par rapport à cet outil-là. Une plus grande part d'autonomie aussi qui va être assumée du côté des enseignants. Donc, la problématique, ce qu'il faut avoir en tête quand on parle des cahiers au primaire en univers social, c'est ce qu'on entend souvent. Je l'ai entendu, je le lis, je l'entends, ça a déjà été abordé dans des formations, mais c'est une expression, puis ça me touchait quand je l'entendais. J'ai entendu ça à plusieurs reprises. On parle de faire du cahier. Donc, aujourd'hui, les élèves, on va faire du cahier. C'est un truc là, qu'on entend assez souvent. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire du cahier? Donc, est-ce que c'est vraiment une activité qui permet de développer une compétence? Est-ce que c'est une activité pédagogique en soi? Faire du cahier. Donc, le cahier a ses vertus, mais est-ce qu'on pousse pas le bouchon un peu trop loin en mettant beaucoup de pression, en fait, sur cet outil-là, compte tenu des attentes qui sont faites à l'égard des enseignants quand on enseigne l'univers social. Donc, faire du cahier, c'est une expression, mais je pense que ça en dit long peut-être sur la place qu'occupent les cahiers dans la classe, à certains endroits, à certains moments. Ce que la recherche nous dit, en fait, au sujet des supports didactiques, donc il y a plusieurs recherches, puis la capsule que vous avez écoutée, c'est une capsule artisanale, c'est moi qui l'ai fait, mais voici ce que les chercheurs ont trouvé en faisant des études un peu plus approfondies, bien entendu, sur les cahiers. Donc, il y a Boutonnet en 2015 là, qui rapportait que dans leur survol des cahiers d'histoire, effectivement, que la méthode historique n'est pas souvent sollicitée. Donc, puis la méthode, en fait, c'est un apprentissage qui va aller du primaire vers le secondaire, donc qui va accompagner. Donc, s'il y a un des apprentissages qui serait dans le fond transmissible ou qui serait en fait transférable d'un niveau à un autre, c'est bien la méthode. Donc, c'est ce qui est au cœur des cours d'histoire, de géographie. Il y a une méthode géographique également aussi. À chacune des disciplines est associé un questionnement, une méthode, puis cette méthode-là, on peut la développer très rapidement pourvu qu'on l'enseigne, bien entendu. Donc, ça, c'est un constat qui a été fait et relevé par Vincent Boutonnet. En fait, ça amène plusieurs personnes à dire ou à penser que finalement, au Québec, dans le programme d'univers social, c'est comme s'il y avait deux documents en compétition, sans refaire l'histoire des programmes puis de la réforme. Ce qu'on voit à gauche, dans le fond, c'est le programme d'univers social. C'est tiré du PFEQ, le programme de formation de l'école québécoise. Puis à droite, vous avez la progression des apprentissages qui est venue par la suite. Donc, le premier document à être produit, c'est
c'est l'énoncé des compétences, donc en univers social. Et il y a eu certaines critiques, hein, si on se rappelle, au moment de la réforme du renouveau. On a questionné le manque de connaissances peut-être qui était suggéré, donc la progression est arrivée par la suite. Et ce qu'on constate peut-être en fait avec le temps, c'est que les cahiers, puis les cahiers de savoir, peu importe comment on peut les appeler, sont peut-être davantage tournés vers la progression des apprentissages. Et c'est quelque chose qu'on peut voir aussi des fois comme une espèce de checklist, hein. C'est voir le contenu, voir les connaissances, versus le programme d'univers social, on était vraiment dans le développement de compétences, des compétences qui vont être réinvesties à chaque année, qui vont être développées, puis qui vont se transférer finalement euh, au secondaire. On est un peu toujours dans la même famille de compétences, même si c'est pas le même libellé. Donc, bref, deux documents en opposition, en compétition. Je pense qu'on peut se repérer davantage du côté des cahiers vers la progression. Est-ce qu'on serait pas capable de jumeler ces deux documents-là, puis de les joindre en fait, puis d'avoir un enseignement qui tienne compte des deux? C'est un peu ça le défi ici. Mais posez-vous la question, est-ce que vous penchez davantage du côté des connaissances ou vous tenez quand même à enseigner, à développer aussi des compétences qui vont mobiliser, hein, ces connaissances-là? C'est un peu ça le but de la démarche. Il y a un constat aussi qu'on fait, moi je le fais quand même assez souvent, puis je pense que je suis pas le seul. Je pense qu'il y a une mécompréhension des compétences, pas qu'il y a une ignorance, mais les compétences, ben c'est sûr que c'est une des critiques qui a été logée dès le départ, là. Elles sont très didactiques, elles sont très scolaires. Donc, lire l'organisation d'une société sur son territoire, c'est quand même pas un truc qui est simple à réaliser, même à comprendre. Donc, ça prend quand même un certain temps de réflexion. Moi, ce que je m'aperçois souvent, c'est que quand je demande à des enseignantes, à des enseignants, c'est de me dire quelles compétences ils veulent enseigner. Ben, souvent, on me réfère à un morceau de cahier. On me dit, je suis rendu à 2.3 dans tel cahier ou à telle page. Donc, j'ai pas toujours l'impression qu'on sait dans quelles compétences on se situe. Puis, il faut se rappeler, en fait, que les sociétés qui sont à voir dans le programme d'univers social sont associées à des compétences. Donc, si je suis entre deux moments, donc je suis dans un changement, si je suis à un moment précis, c'est un temps mort, hein, donc 16:45, 17:45, ben là, je suis en compétence 1. Puis s'il y a une société d'ailleurs que je veux voir en comparaison avec la société d'ici, ben là, je suis en compétence 3. Donc, il y a quand même déjà une distinction qui doit être faite quand on travaille justement avec les cahiers, puis se demander dans quelles compétences je suis en ce moment, donc pour orienter mon intention d'enseignement. L'autre point que j'observe aussi, c'est par exemple, si on fait la compétence 1, c'est sûr que c'est un exercice de caractérisation de la société, bien entendu, mais il ne faut pas oublier que l'univers social, c'est deux disciplines. Et la compétence 1, je pense qu'elle illustre à merveille. C'est un pont entre la géo et l'histoire. Donc oui, il faut caractériser la société à un moment précis, caractériser la culture, la politique, l'économie, les transports, mais également le territoire. Donc, quand je parle de mécompréhension, la compétence 1 qui m'apparaît être la plus difficile, dans le fond, elle nécessite en fait de faire un travail d'analyse entre la société et le territoire. Est-ce que ça m'arrive de questionner ou de vérifier auprès des élèves s'il y a des liens qui s'effectuent entre la société et le territoire? Et là, interviennent en fait les atouts et les contraintes du territoire. Donc, mon territoire, en fond, ce qu'il me propose, est-ce que c'est un avantage ou un désavantage par rapport à la société, puis comment la société va gérer le tout. On peut penser au fleuve Saint-Laurent en hiver qui gèle. Donc, c'est sûr que l'industrialisation va faire qu'on va créer des navires, puis qu'on va ouvrir une voie maritime. Enfin bref, il y a eu des technologies qui sont apparues par la suite. Donc, la mécompréhension, donc pour ça, bien entendu, je pense qu'il faut creuser un petit peu, puis un travail, je pense, d'appropriation des compétences pour, dans le fond, aiguiller un petit peu votre intention quand vous travaillez dans une des sociétés. Puis, même si c'est avec le cahier, au moins, vous allez savoir un petit peu vers où diriger votre énergie puis votre temps.
Il y a d'autres chercheurs aussi qui se sont penchés sur, bien entendu, toutes ces pratiques-là associées au cahier viennent aussi avec un mode d'opération. Puis, c'est sûr que l'étude de Boutonnet a davantage été menée au secondaire, mais ce qu'on semble dire, c'est que les pratiques, donc les activités qui sont réalisées en salle de classe, tendent à être davantage transmissives. Donc, on est dans la transmission de connaissances, on est peut-être moins dans la construction, on est peut-être moins dans un mode d'opération où les élèves sont en train de faire l'histoire. Donc, on pourrait dire un peu plus passif que actif, si je veux peut-être généraliser. Donc, aussi un apprentissage par cœur. Bien entendu que ça vient avec des évaluations où on doit apprendre des connaissances, puis, dans le fond, faire preuve qu'on les a acquises à l'examen. Donc, c'est un mode d'opération qui est peut-être pas celui qui était espéré au niveau de la réforme. Donc, peut-être plus dans la co-construction, puis dans un travail d'exploration. C'est beaucoup de l'éveil, hein, je pense, l'univers social au primaire, quand on sait surtout que tout ce qu'on enseigne au primaire, en univers social, va être réenseigné au secondaire. Donc, peut-être que le mieux, c'est d'aller moins vite, d'en faire un peu moins, mais de prendre le temps de faire les projets, puis de développer ces apprentissages-là qui vont être repris par la suite, puis qui vont être réinvestis. Ça, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc, effectivement, un enseignement transmissif qui est axé sur les connaissances, donc au détriment, bien entendu, des compétences. Parce que, dans le fond, la compétence, on peut l'exercer dans la réflexion, dans la mise en relation des connaissances. Donc, c'est quelque chose qui est un peu plus évolutif. Tandis que la connaissance, ben, je veux dire, on le sait ou on le sait pas. Il n'y a pas vraiment de point milieu, là. C'est un peu ça qui se passe. Est-ce que nos examens évaluent la compétence à apprendre des connaissances ou la compétence à fait de faire des liens, puis d'expliquer, puis de caractériser. Donc, c'est un peu ça là, qu'on peut se demander si cette idée-là chemine en vous. Et en fait, Valérie et moi, on se demandait comment on pourrait outiller en fait les enseignants à mieux enseigner les compétences tout en gardant le cahier. Donc, est-ce qu'on pourrait pas créer un outil qui nous permettrait d'utiliser le cahier et de mieux orienter en fait ces enseignements, ces cours. Donc, c'est un peu cette ligne de pensée-là qu'on avait au départ quand on a conçu la formation. J'arrive maintenant dans la portion où je vous présente des outils. Cette formation-là, en fait, c'est principalement des outils qui vous sont proposés pour changer petit à petit, en fait, votre enseignement. Le but, c'est pas de tout mettre à terre, puis de tout, on dit faire table rase, là, c'est pas ça le principe. Le but, c'est qu'on garde le cahier, mais qu'on se donne une marge de manœuvre, et puis qu'on se donne aussi une autonomie par rapport au cahier pour créer à l'occasion des activités qui vont mobiliser les compétences, puis qu'on va aussi pouvoir mieux orienter les élèves vers ce qu'on doit vraiment ou véritablement enseigner, donc c'est-à-dire des compétences. Je vais sortir ici de la présentation. Donc, dans le PowerPoint, vous avez un accès à ce Geniali-là qui a été fait en 2020. C'est un support incroyable, donc il y a énormément d'informations qui sont disponibles pour vous. On a fait beaucoup de travail pour rendre tous les détails assez explicites, à commencer par les programmes. Donc, quand on se promène là, avec le curseur, vous allez avoir en fait là, des propositions. Dans les tâches qu'on s'est données, on s'est dit, ben, ce serait intéressant de s'approprier les compétences. Donc, vous avez des capsules qui vous expliquent, en fait, le sens des compétences. Donc, c'est moi qui vous explique les compétences 1, 2 et 3. Et on présente également des schémas. Puis, j'y reviens avec les schémas. Ça va être un des éléments qui sera abordé plus tard. Quand on parle des programmes d'univers social, on parle de plusieurs éléments de contenu. Donc, au niveau de la société, on parle des réalités sociales. Au niveau du territoire, on parle des atouts et des contraintes. Donc, c'est un langage qu'il faut s'approprier. Vous avez des présentations Google qui traitent en fait des réalités sociales. Donc, c'est un peu les rubriques
dans lesquels sont classées les connaissances par rapport aux sociétés. Idem pour le territoire. Chaque société a son territoire, puis on essaie toujours de voir un peu comment les atouts et les contraintes ont eu un impact. Quand on parle d'évaluation, on parle bien évidemment des opérations intellectuelles. Il y a des capsules qu'on a créées au Découvreur il y a très longtemps. Donc, ils vous présentent chacune des opérations. Les opérations, même si vous ne connaissez pas cette appellation-là, c'est en fait c'est un mode d'évaluation qui s'attache en fait aux composantes. Donc, si on part des programmes, vous avez les compétences, puis autour des compétences, vous avez des composantes. Mais les composantes, en fait, de la compétence, elles se traduisent en évaluation par des opérations intellectuelles. Il y en a 8. Donc, il y a des vidéos qui vous permettent donc de vous les approprier. Il y a une mise en bouche qu'on a entendue tout à l'heure. Ce qu'on propose en fait dans cette formation-là, surtout, c'est d'utiliser le cahier en support. Donc, vous avez des formations, vous avez des méthodes, vous avez des outils, puis j'y reviendrai plus tard. Puis en bout de ligne, ben vous avez des grilles, vous avez des extraits de formation sur l'évaluation. On parle de triangulation, d'entrevue, de discussion historique, si vous voulez travailler à l'oral. Vous avez des grilles aussi en compétences 1, 2 et 3. Je reviendrai à la fin de la formation avec un autre type, mais sachez que tout ce qui est là est disponible, puis vous pouvez explorer à votre guise. Donc, c'est gratuit. C'est dans la formation. Donc, ça, c'est à vous de vous promener là-dedans, puis de vous approprier là, tous ces outils-là. Donc, si je reviens à la compétence 1, dans mon questionnement, donc en 2020, je me suis dit qu'il fallait peut-être développer ou mieux comprendre la compétence. Puis je suis parti d'un modèle théorique qui est le modèle de Lebrun. On peut le trouver dans la revue Vivre le primaire. En gros, en fait, ce qu'on voit, c'est que il faut faire interagir le territoire, qui est en haut ici, qu'on divise par les sous-aspects, le relief, l'hydrographie, végétation et le climat. Moi, je parle de ressources souvent, là, donc dans ma version personnelle. Vous avez les atouts et les contraintes du territoire. Ici, en bas, vous avez les caractéristiques de la société, donc la culture, l'économie, les politiques, puis la population. Les regroupements peuvent changer d'un CSS à l'autre, mais somme toute, ça ressemble à ça. Voilà pour ça. Donc, de ce modèle-là est né en fait quelque chose qui est différent. Je vais juste fermer ça ici. Qui est ce modèle-ci, et je vous le présente à l'instant. Donc, quand on clique sur le document, on peut avoir accès à ce document-là. Première des choses qu'on peut en fait, chacun des numéros est une composante, en fait, de la compétence. Donc, toutes les composantes de la compétence 1 se retrouvent sur ce document-là. Les numéros ne sont pas prescriptifs. Donc, on peut mélanger l'ordre. Il n'y a pas de souci. Donc, si on prend la compétence 1, il faut situer sur la ligne du temps la société, il faut situer sur la carte le territoire occupé. Il faut faire les caractéristiques de la société et du territoire. Il faut ensuite déterminer l'influence d'un personnage ou d'événements marquants sur la société et le territoire. Et il y a des questions qui vont chercher à mobiliser justement ce lien-là entre la société et le territoire. Un des aspects qui est, je pense, les plus fondamentaux de cette grille-là, c'est effectivement les deux colonnes donc, qui se font face. Les caractéristiques du territoire, les caractéristiques de la société. Donc ça, c'est un exercice qu'on peut faire avec nos élèves. Cette grille-là est bonne pour vous, mais elle pourrait être aussi bonne pour les élèves pour qu'ils s'approprient en fait le contenu. Le cahier n'organise pas la matière de cette façon-là. C'est quelque chose qui est peut-être un peu plus séquentiel. Là, ici, on est un peu plus analytique. Donc, on catégorise, puis on cherche à faire des liens entre les éléments du contenu. Donc, ce serait intéressant de le faire avec les élèves. Donc, on prend une société, 1645, 1745, 1905. Et on cherche à trouver les caractéristiques du territoire, donc hydrographie, relief, ressources, climat. Après ça, on peut faire la même chose avec la société. Donc, on essaie de voir les caractéristiques.
de la société pour cette période-là. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de trouver les atouts et les contraintes. Donc, on dit là au centre ici, relie envers les atouts du territoire associés à une ou plusieurs caractéristiques de la société et relie en rouge les contraintes. Donc, il y a un jeu d'association. Une fois qu'on a trouvé les éléments du territoire, de un, il faut peut-être se demander est-ce que c'est un atout ou une contrainte. Puis, ce serait intéressant de faire un lien avec les éléments de la société pour voir, en fait, à quoi ces atouts-là puis ces contraintes-là correspondent. Ça, c'est intéressant. C'est un exercice, je pense, qui est très révélateur de la compréhension que les élèves se font de votre matière. Donc, ça peut être fait au tableau en avant, ça peut être fait en équipe, ça peut être fait en révision avant l'examen. Il y a plein de manières d'intégrer ces schémas-là, mais vous aussi, avant de vous lancer dans une séquence, mais si vous avez ça en tête, vous savez un peu de quoi vous avez besoin dans le cahier, ça peut aussi vous aider à faire des choix, choisir qu'est-ce qui va venir avant quoi, puis quelles activités on pourrait faire pour favoriser l'émergence de ces liens-là. Vous savez que les personnages, ce sont les éléments qui sont les plus... quand on questionne en fait les élèves, on leur demande qu'est-ce que vous retenez du cours d'univers social, c'est la réponse qui vient en premier, ce sont les personnages. Les personnages marquants, ce sont vos vedettes. Donc ces personnages-là, bien entendu, on les présente, c'est intéressant de les connaître, mais ce qu'on cherche surtout à savoir, c'est quoi en fait l'impact qu'ils ont eu sur une société et sur le territoire. Donc comment ces personnages-là ont influencé par leurs traces, par leurs héritages, mais par leurs actions. Donc ça, ce sont des éléments qu'on va chercher à aller montrer dans le travail avec les élèves. Sinon, si on cherche des grandes questions à faire, mais ici, vous avez, là, sans trop zoomer, là, on dit répond aux questions en faisant des liens par rapport à l'organisation du territoire par la société. Comment la société exploite-t-elle les ressources ou les atouts? Comment la société s'adapte-t-elle aux contraintes du territoire? Pourquoi la population est-elle répartie ainsi? C'est des questions génériques qu'on pourrait reprendre à plusieurs moments. Il y a un dernier élément qui n'a pas fait de chiffres ici, mais qui est tout aussi important là, dans les composantes, c'était de faire un lien avec le présent. Quand on fait de l'histoire, je pense que ça c'est un des pièges, c'est de rester dans le passé. Donc, bien entendu, souvent, le questionnement, il jaillit dans le présent, mais ça nous amène à faire une recherche dans le passé. Pourquoi au Québec, il y a des églises catholiques, des églises protestantes, presbytériennes? Pourquoi il y a différentes confessions qui se côtoient? Pourquoi il y a la dualité linguistique? Pourquoi il y a des gens qui parlent français puis des gens anglais? Ben, quand je constate dans le présent, je peux faire une recherche dans le passé, puis c'est un peu ça. L'histoire, ça se bâtit avec des problèmes, entre guillemets. Donc, j'ai un questionnement dans le présent, puis je cherche la réponse via une démarche dans les sources, dans les traces qu'on a du passé, puis je réponds à ma question. Donc, je peux avoir une hypothèse. Donc, c'est un peu le genre d'élément qu'on pourrait intégrer. Donc, ça, c'est pour le schéma de la question de la compétence 1. J'ai une enseignante qui me disait dans son travail depuis la formation originelle, elle me disait je me sers du schéma pour faire un retour sur la matière, tout simplement. Nous avons donc eu une vue d'ensemble beaucoup plus parlante, puis les élèves ont fait beaucoup de liens par eux-mêmes. C'est vraiment ça qu'on veut. Donc, les élèves, ils transforment les informations qui sont vues avec vous, puis ils les transforment en connaissances. Donc, ils rattachent tous ces éléments entre eux. Et c'est ça qu'on essaie d'évaluer. Donc, les éléments qui peuvent réussir à lier entre eux. Rapidement, la compétence 2, hein, c'est une compétence où on compare une même société, mais à deux moments. Donc, 1645, 1745. On compare les caractéristiques. Donc, on a ici les deux groupes de colonnes qui s'affrontent et on essaie de voir en fait les différences. Donc, c'est le changement. Il faut interpréter le changement dans la société entre deux périodes. Il faut trouver en fait les caractéristiques de ce territoire-là. Donc, c'est des changements. Donc, il faut trouver les causes de ce changement-là puis les conséquences.
En gros, c'est ce que ça nous demande de faire en compétence 2. Et il y a des traces aussi. Quelles sont les traces de ce changement-là aujourd'hui? Toujours, encore une fois, le lien présent et passé. Au niveau de la compétence 3, c'est un diagramme de Venn. Donc, vous avez deux sociétés. On trouve les principales différences entre deux sociétés. Faudra trouver des facteurs explicatifs, donc des causes de ces différences-là, puis trouver également les conséquences sur le territoire puis sur la société. Il y a une prise de position, numéro 6, donc les numéros effectivement peuvent vous donner cette indication-là. Donc le numéro 6, on vous demande de prendre position par rapport à ces différences-là, mentionner les forces et les faiblesses des sociétés sur leur territoire. Donc il y a une prise de position, une opinion qui est émise par l'élève. On en a parlé tantôt, nous en avons parlé quelque peu. Donc, les composantes des compétences sont rattachées en évaluation à des opérations intellectuelles. Donc, nul besoin de maîtriser parfaitement les opérations. Si vous consultez la section univers social du programme de formation de l'École québécoise, on peut y voir en fait autour de chaque compétence les composantes. Et à partir de là, on se demande est-ce que cette composante-là est touchée dans telle ou telle tâche. Puis oui, si oui, c'est touché, je peux travailler avec les opérations qui concordent, donc qui correspondent. Donc, au niveau de la posture proposée, il y aura une vidéo à écouter, une vidéo qui a été créée par ma collègue Valérie. Je vous reviens tout de suite après pour la suite de cette formation. L'aspect scientifique de la discipline, la démarche historique. Pour le programme d'univers social, géographie, histoire et éducation à la citoyenneté. Une formation du Centre de service scolaire des découvreurs et du Centre de service scolaire de Portneuf. En début d'année, s'assurer des bases, c'est-à-dire des préalables de la construction de sens et que ce soit rattaché à l'expérience. Par exemple, en troisième année, étudier une société inconnue qui vivait à une époque inconnue sur un territoire qu'on connaît peu peut ne pas faire de sens chez les élèves. Nous conseillons donc à chaque début d'année de rattacher les connaissances antérieures et d'approfondir leurs connaissances sur ici et ailleurs, hier et aujourd'hui, via le programme du premier cycle ou d'autres projets tels que ceux offerts dans les trousses du ministère de l'Éducation au printemps 2020. Rien de mieux que de sortir ces éléments en discutant avec le groupe, en annotant au tableau à l'aide d'un réseau de concepts, en se repérant sur une ligne du temps en insérant des éléments de leur vécu et en se familiarisant avec les cartes, par exemple Google Earth, pour comprendre ce qu'est le monde, les continents, les territoires, les frontières, parfois physiques et parfois politiques, pour bien se situer et comprendre ce qu'on observera. Puis, sortir sur le terrain pour faire des constats sur l'aspect géographique et l'aménagement de notre société sur notre territoire. C'est alors qu'émergera une multitude de questions. Nous en profiterons ainsi pour leur poser les questions suivantes, soit « Pourquoi est-ce qu'on étudie l'histoire? » Et en quoi la géographie peut nous être utile? De poser ces questions en début d'année leur permettra de créer du sens et de développer l'intérêt pour la découverte. À cette étape, leur présenter la démarche historique pourra favoriser l'adoption d'une posture d'historien en herbe, c'est-à-dire un scientifique sous enquête qui observe, se questionne, analyse, creuse plus loin par des recherches et communique ses découvertes. En se posant des questions pour alimenter les réflexions sur le terrain, nous entamons la recherche historique sur d'où nous venons et sur comment on en est arrivé à cette organisation sociale sur le territoire actuel. Ainsi, il devient logique d'étudier des sociétés sur un territoire qui étaient présentes avant nous pour voir comment cela a évolué dans le temps en fonction des réalités que l'histoire peut nous fournir. C'est alors que nous pourrons ouvrir nos ressources documentaires afin de répondre à cette question d'enquête, que ce soit dans les cahiers
et manuels, ou dans les ressources disponibles en ligne telles que les documents sur le site du Récitus, Société et Territoire. L'aspect ludique, où l'emphase est mise sur le jeu de rôle, peut être utilisé afin de mousser la motivation des élèves et les aider à adopter la posture d'un historien qui fait des observations, qui se questionne, qui pose des hypothèses et qui entreprend une recherche afin de les valider ou de les infirmer. S'imaginer que nous sommes des historiens aidera alors à être alignés avec les compétences et les composantes du programme de formation de l'École québécoise. Tout au long de cette démarche, les élèves seront donc actifs dans leur quête et pourront développer leurs compétences en mobilisant les opérations intellectuelles. En fait, la démarche historique ressemble beaucoup à la démarche scientifique. Si on comprend cette posture, nous allons davantage miser sur la démarche que sur la mémorisation. Ainsi, les évaluations seront le reflet de la réflexion de l'élève et de la modélisation des opérations intellectuelles afin de résoudre un problème, soit la question qui lui est posée, en ayant accès à des ressources documentaires. Le cahier ou le manuel prend ici un rôle de second plan face à la démarche qu'entreprendra l'élève. Le terme « lire » dans un contexte d'univers social ne signifie pas la même chose qu'en français. Lorsqu'on désire que l'élève soit en mesure de lire l'organisation de la société sur son territoire, c'est davantage d'être en mesure de la comprendre en lien avec tous les indicateurs recueillis. Le rôle de l'enseignant est davantage de modéliser, d'accompagner par le questionnement, de se mettre également dans une posture d'apprenti historien afin de laisser toute la place aux élèves. Expliciter, restructurer, rattacher les observations au concept, schématiser, référer à des outils, modéliser les techniques efficaces telles que les réseaux de concepts, les schémas, le surlignement, le repérage sur une carte ou sur une ligne du temps, sans oublier l'animation des retours. C'est alors un environnement favorable où l'enseignant devient un facilitateur afin que les élèves soient actifs et engagés dans leurs apprentissages. Alors, de retour pour pour la suite de cette formation. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette capsule. Donc, Valérie, en fait, vous parlez de la difficulté qu'ont les élèves au primaire, en fait, de se rattacher à une société. C'est ce qu'on appelle l'empathie historique. C'est difficile pour des élèves de 3e, de 4e année de s'identifier à des gens d'une autre époque qu'ils n'ont pas connus sur un territoire qu'ils n'ont pas vraiment connu comme tel. Donc, l'empathie, hein, c'est cette espèce c'est quelque chose qui se développe. Puis l'empathie historique, elle a ce niveau-là de plus, je pense, qui est difficile. Donc, il faut aller chercher un petit peu l'affectif. C'est sûr que quand on joue sur les personnages, ça peut aider. La porte de sortie, peut-être, ou ce qui pourrait être intéressant, c'est de traiter de tout ça, mais via, en fait, une approche qu'on pourrait dire d'enquête. C'est un peu ça peut-être la solution proposée parce que l'empathie, si elle n'est pas développée, je dirais, elle n'est pas acquise, elle n'est pas innée, donc il faut la développer, il faut chercher ce questionnement-là, cette ouverture à un autre monde qui n'existe plus, dont on a juste les traces. Et souvent, ce qu'on aperçoit en classe, en fait, c'est que les élèves, puis ça, c'est la société aussi qui veut ça, c'est facile de juger les gens du passé avec les yeux du présent. Donc, comment éviter ça, puis comment chercher aussi justement à s'intéresser aux autres sociétés, mais tout en demeurant quand même assez flegmatique sur comment ils vivaient, donc sans porter de jugement, un peu comme un enquêteur pourrait faire. Donc c'est un peu le défi et justement proposer une question d'enquête. Donc plutôt que de voir le contenu comme une suite sans fin de contenu avec des questions où on doit répondre, trouver dans un texte, faire de la recherche de réponses. Et si on proposait une question d'enquête, et si on proposait aux élèves des problèmes à résoudre, pas des problèmes qui menacent l'évolution de l'humanité, mais quand même des problèmes qui sont pas formulés comme tels dans le cahier, trouver des questions qui pourraient intéresser
les élèves, puis il pourrait les amener en fait à travailler un peu comme un enquêteur en consultant des documents, en consultant des sites web, en consultant le cahier, dans un mode d'opération qui est celui de la recherche pour trouver des réponses à cette question-là. C'est ce qu'on appelle la démarche historique. Donc, ici, vous avez l'infographie que Valérie a réalisée sur le sujet. Je vous le grossis. C'est un processus qui est itératif, c'est-à-dire qu'on y revient souvent. C'est pas on fait un pas en avant, on en fait deux en arrière, mais on revient par la suite. C'est un questionnement qui est perpétuel, puis on en arrive à la fin avec une réponse, mais c'est pas facile, c'est pas toujours évident, mais je pense que c'est ça qui est le plus formateur pour les élèves en univers social. Est-ce qu'ils ont l'endroit pour se questionner, pour réaliser des recherches au primaire, pour qu'ils arrivent en fait au secondaire avec ces capacités-là qui sont déjà un petit peu travaillées, pas maîtrisées, mais au moins ils savent un peu comment on travaille. Donc il y a différentes phases, mais le mode de la démarche historique, donc un peu comme un petit historien, une petite historienne qui se pose des questions, qui investigue et puis qui en arrive avec des réponses. C'est le mode, je pense, qui serait intéressant de travailler, de développer en complément. Tantôt, on faisait le lien là, entre les OI et l'évaluation. Il y a également un lien qu'on peut faire entre les OI et la pensée historique. Donc, en fait, quand je mobilise des opérations intellectuelles en lien avec les composantes, par exemple, on voit ici les causes puis les conséquences, on voit la perspective historique. Donc, comment des personnages peuvent voir un même événement de manière différente. Ben, on travaille la pensée, puis la pensée, en fait, c'est le vecteur par lequel on peut passer du primaire vers le secondaire. Donc, oui, les connaissances vont être revues et réenseignées au secondaire, mais la pensée, je pense que c'est quelque chose qu'on peut développer et les élèves du primaire sont capables de le faire si on leur enseigne à le faire puis à intégrer cette pensée-là, entre autres en répondant à des questions d'enquête. Je pense que c'est un des meilleurs moyens pour le développer. Il faut leur laisser l'espace pour le faire. Donc, ce qu'on vous propose, Valérie et moi, en fait, dans cette formation-là, c'est un changement de posture. Tantôt, je vous ai montré là, cette citation-là, donc faire du cahier. Donc, faire du cahier, c'est prendre le cahier comme tel, puis dans le cours, on avance, puis le cours suivant, on continue. Il y a peut-être des fois des intermèdes, des histoires qui ponctuent tout ça, mais essentiellement, le cahier, c'est le cours. L'enseignant met beaucoup d'énergie pour présenter, pour expliciter, répondre aux questions, mais bon, le cahier, c'est le cours avec certains ajouts. Là, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de faire de l'histoire, faire de la géo. Donc, c'est de sortir de ce cahier-là, de proposer avec l'aide du cahier des tâches, des enquêtes, des manières de travailler différemment avec les élèves pour qu'ils fassent usage de la démarche. Donc, qu'ils se posent des questions, qu'ils aient des hypothèses, un peu comme des scientifiques. Pour oublier que l'histoire et la géo, ce sont des sciences. C'est pas nécessairement juste du par cœur. Il y a des éléments de contenu qu'on doit maîtriser à la longue, mais quand même, c'est beaucoup du raisonnement qu'on fait à la suite de recherche, puis on se base sur les traces que l'on possède des sociétés du passé. Pour la mise en application, je vais vous présenter différents outils qui pourraient vous aider à intégrer ça, à faire ce changement-là de posture. Peut-être vous dire, on en a parlé un petit peu, mais c'est ça, tantôt je le mentionnais, mais sachez en fait que les connaissances dans vos cahiers vont être réenseignées. Donc, c'est le syndrome « j'ai déjà vu ça au primaire ». C'est un truc qu'on entend beaucoup. Je l'ai beaucoup entendu en secondaire 1 dans mes classes. Donc, une des astuces, ça vient de la formation de Derry Martel, qui était la première en fait à parler de ce sujet-là, d'enseigner des compétences avec les cahiers d'univers social, c'est de passer par les concepts. Donc, les concepts sont au centre. À droite, vous avez les sociétés en compétence 1. À droite, vous avez d'autres sociétés. On a aussi des sociétés de compétence 3. Mais bref, dans tout cet éventail-là de sociétés à voir, vous avez au centre des compétences, des concepts, qui sont en fait des portes d'entrée vers des sujets, vers des problématiques, vers des enquêtes. Donc,
passer par le concept central de la société à voir. Je pense que c'est vraiment une bonne stratégie. Ça pourrait être des questions très, très, très générales, mais qui vous amènent à faire plusieurs petites recherches ou à creuser. Ça va vous prendre quand même un certain effort pour répondre à cette question-là. Pour réaliser tout ça, on peut passer par l'enquête. Si vous avez un Canva, on va copier le document. Donc, c'est une copie qui va se faire automatiquement. Ce qui serait intéressant, en fait, de travailler, c'est l'enquête dans votre classe. Donc là, ici, vous avez les étapes de la démarche. Donc là, il y aurait la question que vous allez poser à vos élèves. Ce que vos élèves connaissent déjà, est-ce qu'ils ont une hypothèse sur cette question-là? Ils pourraient faire ensuite une cueillette d'informations. Donc, on est dans l'établir des faits. Puis ici, je spécifie qu'on pourrait travailler avec 2 sources parce que en histoire, là, on essaie effectivement de croiser les sources, de corroborer. On ne fait pas un travail avec seulement une source. Une fois qu'on a trouvé des éléments de réponse, des documents, des images, on peut essayer ensuite de faire une mise en relation. C'est quoi le lien qui existe entre ces idées-là? Et c'est là que vont intervenir des mots de relation. Ce truc-là va entraîner celui-là. Par la suite est arrivé ça. Donc, des mots de relation, organiser mes informations pour que ça soit, pour que ça ait un sens, une logique. Donc, ça, c'est un petit peu de travailler le français. C'est quand même ça qui va aider à comprendre l'architecture un peu des idées ou le travail qui est réalisé par vos élèves. Est-ce que je peux valider ma réponse? Donc, est-ce que ma démarche, là, elle est en droite ligne avec ce qui m'est demandé? Puis à la fin, je communique ma réponse. Je réponds à la question initiale, puis je formule, dans le fond, ma réponse. Puis je pourrais même revenir en me demandant, est-ce que mon hypothèse était confirmée, oui ou non? Peut-être elle a été partiellement. Donc ça, c'est le Canva pour une démarche d'enquête. Il y a des questions qu'on peut se poser aussi. Si on veut développer des réalités territoriales puis culturelles, là, les réalités sociales dans le cahier, ben, on peut faire jaillir ça aussi par le questionnement. Donc ça, je vous présente des questions. Ça a été inspiré de Chantal Léry, entre autres dans ces documents qui ont été réalisés avec la classe multi. Donc, vous savez, pour chacun des aspects des questions qu'on doit se poser, ces questions-là, en fait, les réponses, en fait, se trouvent à donner les connaissances qu'on doit acquérir sur les sociétés pour chacune des réalités. Donc, quand je travaille la démographie, ben j'ai 3 questions, dans le fond, auxquelles je dois répondre. Il y avait combien de personnes sur le territoire? Quelle était la provenance de ces gens-là? C'est quoi leur répartition géographique? Si je travaille dans la culture, ben, je veux savoir quelle langue on parle, c'est quoi la religion, c'est quoi les formes d'art, puis qu'est-ce qui caractérise leur vie quotidienne. Donc, pour bien comprendre ces concepts-là, qui sont en fait les concepts associés à la société, ben, je dois me poser ces questions-là. Donc, ça peut vous servir dans vos cours, ça pourrait servir aux élèves si on leur demande de travailler la réalité politique, de travailler la réalité culturelle dans une autre tâche. Mais sachez que ces questions-là existent, puis que je vous les présente ici. Si jamais on s'intéresse au territoire, donc là, au territoire, il y a 4 aspects, ben, quelles sont les questions qu'on doit se poser pour trouver ces réponses-là? Hydrographie, est-ce qu'il y avait des lacs, des rivières, comment se nomment les cours d'eau, est-ce qu'il y a des montagnes, est-ce qu'il y a des plaines, est-ce que le sol est favorable à l'agriculture, ça c'est le relief, combien de saisons, est-ce qu'il y avait de la neige, est-ce qu'il pleut, ça c'est le climat, puis les ressources faune et flore, est-ce qu'il y avait des arbres, est-ce qu'il y avait des animaux, bon, bref, est-ce qu'il y avait des conifères, des feuillus. Donc, ce sont des questions qu'on peut se poser pour répondre à ces questions-là, donc pour le territoire et pour la société. Si on veut recueillir soi-même ou consigner ces éléments-là, ben, on peut utiliser des grilles de consignation. Si vous cliquez sur les grilles, vous allez pouvoir les obtenir. Donc, c'est une démarche, dans le fond, qu'on pourrait faire à partir de cahiers ou à partir d'une tâche ou d'un site web. Donc là, j'ai mes cibles. Je dois trouver des informations sur chacune des réalités. Je vais les inscrire ici. Je pourrais même penser déjà dans ma réponse à un impact. Est-ce que
les informations que j'ai recueillies ici ont un impact sur le territoire, que ce soit au niveau de la culture, de la démographie, de l'économie ou des transports. Puis inversement, ici au niveau du territoire, est-ce que chacun des éléments ça constitue un atout ou une contrainte de la société? Il y a une autre grille qui a été proposée. Si on veut travailler, par exemple, dans un projet, on veut travailler l'analyse documentaire. Donc, comment on pourrait extraire l'information pour, dans le fond, développer sa compréhension du territoire puis de la société. Donc, vous avez ici une grille, territoire, société. En analysant, en fait, les plans de l'image, je pourrais trouver des éléments de réponse. Donc, c'est comme si, en fait, cette image-là, son analyse, ça devenait, en fait, un petit exercice d'investigation qui m'amène justement à trouver des éléments de réponse. Il pourrait y avoir des hypothèses, il pourrait y avoir une question aussi qui est liée à cette image-là, mais voyez que ce travail-là en est un qui va développer des habiletés d'analyse, puis en fait là, de compréhension, puis faire des liens. Donc, je pars d'une image où on voit des gens dans les anses-à-bois, puis je peux vraiment faire des liens avec plusieurs aspects qui sont touchés. Au niveau de l'évaluation, Valérie a proposé en fait une nouvelle version des grilles, qui n'est pas celle qui était dans le Geniali. Donc, si vous êtes peut-être plus du type de ce grille-là, qu'on peut voir entre autres parfois aussi en français, vous avez les critères en fait qui sont les opérations intellectuelles, vous avez les compétences en haut, compétences 1, 2 et 3, et il y a des éléments observables, donc il y a des points qui ont été accordés. On pourrait travailler, là, retirer les points puis travailler strictement en échelle de niveau de compétence. Donc, mais juste pour vous montrer que cette lecture-là est possible en évaluation pour les compétences 1, 2, 3, puis les combinaisons d'OI qui sont présentées, en fond, respectent l'esprit des compétences. On pourrait également choisir d'en enlever. Je pense que de viser trois éléments sur une tâche de projet, une tâche de compétence, ça serait quand même intéressant. Tout dépendant aussi de la durée dans le temps de votre projet. Bien entendu que évaluer une compétence, ça prend plusieurs traces, puis plusieurs composantes. Donc, si on a un projet qui dure dans le temps, si on a 2 ou 3 composantes, on commence à avoir quelque chose de significatif. Bien entendu, là, qu'il y a des éléments qui sont davantage ancrés dans une compétence. Donc, par exemple, la comparaison pour la compétence 3, les causalités, hein, si on se rappelle le schéma, ce sont quand même les 3 dernières ici qui sont vraiment intéressantes au niveau de l'évaluation. En compétence 2, c'est la même chose. Déterminer un changement, c'est l'opération qui est centrale quand on travaille en compétence 2. Identifier le changement, mettre en relation, donc puis les causalités, donc de dire en fait qu'est-ce qui a causé ces changements-là, puis quelle en est la conséquence. Idem aussi pour la compétence 1. Caractériser le territoire, bien entendu, c'est une activité qui est très, très, très importante, mais surtout la mise en relation des faits, donc territoire, société, pour en trouver, entre autres, pour établir des liens de causalité, donc entre la société puis le territoire. Donc, il y a quand même des opérations qui sont un peu plus importantes dans cette grille-là. Elles sont davantage vers la fin. Donc, en résumé, ce qu'on vous propose de faire, c'est d'avoir un cahier qui est au service du développement des compétences. Donc, c'est un peu ce changement de posture-là. Les schémas sont là pour orienter vos intentions d'apprentissage, mais vos intentions aussi d'enseignement. Donc, ils sont conçus aussi pour favoriser votre compréhension. L'importance des liens avec le présent, je pense que c'est vraiment important de s'en rappeler. C'est un élément qui est super important, puis des fois qui nous évite aussi une certaine folklorisation des éléments du passé. Quand je parle des Autochtones en 1500, il faut quand même que je parle d'eux aujourd'hui, que je fasse le lien, parce que ça peut être facile pour les élèves de s'imaginer des choses, puis d'imaginer des gens qui sont cantonnés dans un passé qui n'est plus là, la réalité aujourd'hui. Loin de là. L'enseignant propose des questions qui requièrent une enquête, donc je pense que c'est vraiment
l'élément central de la formation, si on peut identifier des questions qui nous amènent à réaliser des enquêtes. À partir de ces enquêtes-là, je peux voir du contenu avec les élèves puis développer mes compétences, que je sois dans une compétence 1, 2 ou 3. Puis, bien entendu, insister sur la scientificité, donc la méthode historique, c'est un élément qui va être transférable au secondaire, qui revient d'année en année. Puis je pense qu'il parle aux élèves, donc on aime ça résoudre des problèmes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. C'est une manière un peu plus active peut-être que de trouver des réponses à des questions de compréhension de lecture. Donc c'est un peu l'état en fait de ce qui était derrière un petit peu notre pensée là, pour cette formation-là, ce qu'on voulait vous proposer. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je rappelle que le Geniali, en fait, là, il comporte toutes les ressources qui ont été présentées. Vous pouvez aller vous approprier, en fait, là, toutes les ressources à votre rythme. Faut pas avoir peur. Donc, ça a été conçu pour vous aider à vous approprier, à vous développer dans le champ disciplinaire de l'univers social. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous dis à la prochaine.